Je m'appelle Servan, j'ai 32 ans, et l'année dernière, j'ai commis l'irréparable lors du réveillon de Noël. J'ai détruit ma propre famille. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Moi, je dirais plutôt que je les ai libérés d'un mensonge qui durait depuis trop longtemps. Je me souviens de chaque seconde de cette soirée. Je me souviens de la chaleur étouffante de la cheminée, de l'odeur entêtante du sapin noble et de ce moment précis, figé dans le temps, où ma mère a hurlé devant tout le gratin de Strasbourg que j'étais la plus grande honte de cette famille. Elle pensait m'avoir brisée. Elle pensait que j'allais baisser la tête et pleurer comme quand j'étais enfant. Elle ne savait pas que je tenais dans ma main droite le pouvoir de lui tout reprendre. Quand j'ai prononcé ma réponse, quand j'ai parlé de l'appel de la banque, j'ai vu la peur remplacer le mépris dans ses yeux. Et puis ce bruit. Le bruit du cristal qui se brise sur le parquet ancien. C'était le son de la fin d'un monde. Avant de vous plonger dans les détails de cette nuit fatidique, j'aimerais créer un lien avec vous. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir ressenti cette boule au ventre avant de retrouver sa famille. Alors, dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville ou quel pays écoutez-vous mon histoire? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'aime imaginer que nous formons une immense communauté de soutien, dispersée aux quatre coins du monde. Et s'il vous plaît, si vous avez déjà eu l'impression d'être l'étranger dans votre propre maison, cliquez sur le bouton j'aime maintenant. Cela me donnera la force de continuer ce récit difficile. Tout a commencé sur l'autoroute A4, cette longue bande d'asphalte qui relie ma vie actuelle à mon passé. Il était 16 heures, mais le ciel était déjà sombre, lourd d'une menace de neige imminente. Je conduisais ma vieille Peugeot 207. Elle a plus de 10 ans, la peinture s'écaille un peu sur le pare-choc arrière et le chauffage met une éternité à démarrer, mais elle est à moi. Payé comptant. C'est mon cocon de sécurité. Autour de moi, les voitures de luxe filaient à toute allure vers l'Alsace, chargées de cadeaux et de promesses de fêtes joyeuses. Moi, je ne ressentais aucune joie. Seulement une anxiété sourde, une pression constante sur ma poitrine qui s'intensifiait à chaque kilomètre qui me rapprochait de Strasbourg. Je travaille à la Défense, le cœur financier de Paris. Je suis auditrice financière judiciaire. Pour le dire simplement, je suis celle qu'on appelle quand les chiffres ne collent pas, quand des millions disparaissent des bilans de grandes entreprises. Je traque la fraude, le mensonge, la cupidité. C'est un métier dur, froid, exigeant. On m'appelle le lynx dans mon cabinet car rien ne m'échappe. Je gagne très bien ma vie, bien mieux que ce que ma famille ne pourrait jamais imaginer. Mais ils ne savent rien de tout cela. Pour mes parents, Isor et Emeric, et pour ma sœur aînée Sibylle, je suis juste une petite comptable grise qui survit à Paris dans un placard à balai. J'ai cessé d'essayer de les impressionner il y a des années. De toute façon, rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Pourquoi je rentrais? C'est la question que je me hurlais intérieurement alors que les premiers flocons commençaient à s'écraser sur mon pare-brise. Pourquoi m'infliger ça? La réponse était simple et douloureuse, la culpabilité. Et une promesse. J'avais promis à ma grand-mère paternelle, sur son lit de mort il y a 5 ans, de ne jamais abandonner mes parents, de toujours veiller sur la famille. Elle savait qu'ils étaient incapables de gérer leur vie, qu'ils étaient des enfants dans des corps d'adultes, obsédés par les apparences. Elle m'avait légué ce fardeau. Et moi, bonne petite soldate, je continuais de porter cette croix, revenant chaque année pour jouer mon rôle dans leur pièce de théâtre absurde. En franchissant le panneau d'entrée de Strasbourg, mon estomac s'est noué davantage. La ville était magnifique, scintillante de milliers de lumières, les marchés de Noël dégageaient cette odeur de cannelle et de vin chaud qui attire les touristes du monde entier. Mais pour moi, ces lumières n'étaient que le maquillage brillant sur un visage fatigué. Je connaissais la réalité derrière les façades à colombage de ma famille. Je connaissais les dettes, les mensonges, les huissiers qu'on esquive. Je tournais le volant pour entrer dans l'allée du manoir familial, une bâtisse du 19e siècle qui avait vu des jours meilleurs, mais qui restait imposante, écrasante. J'ai coupé le moteur et je suis restée assise dans le silence de ma voiture pendant une bonne minute, rassemblant mes forces. Je me suis regardée dans le rétroviseur. Pas de maquillage excessif, des cheveux châtains simplement attachés, un pull en cachemire gris de très bonne qualité mais discret. Je ressemblais à ce que j'étais, une femme professionnelle, sérieuse, qui n'a pas besoin d'artifice pour exister.
Mais je savais qu'aux yeux de ma mère, je n'étais qu'une tache terne dans son décor flamboyant. J'ai pris mon sac de voyage et j'ai marché vers la porte d'entrée massive en chêne sculpté. Avant même que je ne puisse sonner, la porte s'est ouverte. Ce n'étaient pas mes parents, c'était Madame Schultz, la vieille gouvernante qui venait aider pour les grandes occasions. Elle m'a souri avec une tendresse triste qui m'a presque fait pleurer. « Bonjour mademoiselle Servan », murmura-t-elle en prenant mon manteau humide. « Vous avez mauvaise mine. Vous travaillez trop. »« Je vais bien, Madame Schultz. »« Merci. »« Servan. »« Enfin. »« Tu es en retard. » La voix de ma mère, Isor, a claqué comme un coup de fouet dans le grand hall d'entrée. Elle descendait l'escalier monumental, une main posée sur la rampe en fer forgé comme une reine descendant vers ses sujets. Elle était spectaculaire, il faut le reconnaître. À 63 ans, elle se battait contre le temps avec férocité. Elle portait une robe longue en velours vert émeraude, rebrodée de fils d'or, qui moulait une silhouette maintenue par des gaines hors de prix. Ses cheveux étaient laqués en un chignon parfait, et à son cou brillait un collier de perles que je savais être faux, l'original ayant été vendu discrètement il y a 3 ans pour payer une croisière. Derrière elle, telle une ombre lumineuse, suivait Sibylle. Ma sœur. 36 ans. L'enfant prodige, la préférée, l'extension narcissique de ma mère. Sibylle portait du rouge vif, une robe en soie qui laissait deviner ses épaules, totalement inadaptée à la saison mais parfaite pour attirer l'attention. Elle tenait à la main une coupe de champagne et arborait ce sourire condescendant que je connaissais depuis l'enfance. « Tu as mis 3 heures pour faire le trajet depuis la gare ?» demanda ma mère en arrivant à ma hauteur, sans même m'embrasser. « Je suis venue en voiture, maman. »« Il neige. »« Ah, ta voiture, cette épave. Je t'ai toujours dit que ça faisait mauvais genre de la garer devant la grille. J'espère que tu l'as mise derrière, près des poubelles. Les invités vont arriver. »« Bonsoir à toi aussi, maman, dis-je en ignorant la pique. »« Bonsoir Sibylle. » Sibylle s'avança, me fit 2 bises aériennes pour ne pas abîmer son maquillage, et recula immédiatement comme si j'étais contagieuse. « Mon Dieu, Servan, tu as vu tes cernes? Et ce pull? C'est ce que tu portes pour le réveillon? On dirait une bibliothécaire dépressive. Tu sais, j'ai vu des choses très abordables chez Zara, tu aurais pu faire un effort pour nous. C'est du cachemire, Sibylle. Et je suis à l'aise. » Maman soupira bruyamment, un son théâtral qui exprimait toute la déception d'une vie. « Laisse tomber, Sibylle. Ta sœur n'a jamais eu le sens de l'esthétique. Elle préfère garder ses petits sous plutôt que de ressembler à quelque chose. Venez au salon, ton père attend. Et Servan, essaie de ne pas parler de tes tableaux Excel ennuyeux ce soir. On a invité les de Villepin, ce sont des gens importants. » Je les ai suivis vers le grand salon. Le contraste était saisissant. Elles marchaient comme si elles possédaient le monde, leurs talons claquant sur le marbre. Moi, je marchais derrière, silencieuse, invisible. Le salon était décoré avec une opulence qui frisait l'indécence. Un sapin de 3 mètres de haut touchait presque les moulures du plafond, couvert de boules en verre soufflé et de guirlandes scintillantes. Le feu crépitait dans la cheminée en pierre. Tout semblait parfait. Tout semblait riche. Mon père, Émeric, était assis dans son fauteuil Louis XV, un verre de whisky à la main. Il avait l'air petit dans ce grand fauteuil. Il avait l'air usé. Quand il m'a vu, ses yeux se sont allumés d'une lueur faible, vite éteinte par un regard vers ma mère. « Servan, ma fille. Tu as fait bonne route? »« Oui papa. »« Ça va. » Émeric, ne commence pas, coupa ma mère en s'asseyant sur le canapé et en arrangeant sa robe. Serre-lui un verre qu'elle se détende, elle a l'air coincée comme toujours. Je me suis assise sur une petite chaise inconfortable, loin du centre de la pièce, observant ma famille. Je voyais ce que les autres ne voyaient pas. Je voyais l'ourlet de la robe de Sibylle qui était légèrement décousue. Je voyais la poussière sur le haut des rideaux lourds parce qu'il ne pouvait plus se payer une femme de ménage à plein temps. Je voyais la marque du verre sur la table basse vernie. Cette maison était un château de cartes, maintenu debout par le déni et par mon argent. Alors que Sibylle racontait bruyamment sa dernière séance de shopping à Paris, mon esprit a dérivé vers le passé,
vers ce jour gris de novembre, il y a 2 ans. C'était le jour où j'étais devenu, sans le vouloir, le pilier invisible de cette famille. Mon père avait fait une attaque cardiaque mineure. Le stress, avaient dit les médecins. Mais je connaissais la vraie cause, la faillite imminente. Mes parents vivaient au-dessus de leurs moyens depuis des décennies, puisant dans le capital hérité jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ils avaient hypothéqué le manoir pour investir dans une affaire immobilière foireuse recommandée par l'une des connaissances huppées de Sibylle. L'affaire s'était effondrée. La banque voulait saisir la maison. Je me souviens de l'appel de ma mère. Elle ne m'avait pas appelé pour me dire qu'elle m'aimait. Elle m'avait appelé en hurlant, hystérique, disant qu'ils allaient être mis à la rue comme des clochards. J'avais pris le premier train. J'étais allé à la banque avec eux. Le directeur de l'agence, M. Klein, était un homme que je connaissais de réputation. Quand il a vu mon dossier professionnel, mes certifications d'auditrice, mes relevés bancaires personnels et mes placements, son attitude a changé du tout au tout. Il ne voyait plus la fille défaillie, il voyait une collègue, une professionnelle de la finance. Ce jour-là, j'ai signé un pacte avec le diable. J'ai accepté de me porter caution solidaire pour un prêt de restructuration de 500 000 euros. C'était une somme colossale. Cela engageait tout ce que je possédais, mes économies, mes futurs salaires, ma propre capacité d'emprunt. Si mes parents faisaient défaut, la banque se tournerait vers moi et me prendrait tout. Je revois la scène dans le bureau feutré. Mon père pleurait silencieusement en signant les papiers. Ma mère, elle, avait déjà retrouvé ses couleurs. Je fais ça à une seule condition, avais-je dit fermement, en plantant mon regard dans celui de ma mère. Vous arrêtez les frais. Plus de voyages en première classe, plus de nouvelles voitures, plus de financement des caprices de Sibylle. Vous vivez avec vos retraites. Ce prêt sert à sauver le toit au-dessus de vos têtes, pas votre train de vie mondain. Bien sûr ma chérie, bien sûr. Avait juré ma mère, la main sur le cœur. Tu nous sauves la vie. On fera attention à chaque centime. Je te le promets sur la tête de ton père. J'avais voulu la croire. J'avais tellement voulu croire que ce choc les ramènerait à la réalité. Mais en regardant autour de moi ce soir de Noël, 2 ans plus tard, la colère montait en moi comme une marée noire. Le sapin croulait sous des décorations neuves. Je reconnaissais les boîtes de la boutique la plus chère de Strasbourg. Sur le buffet, il y avait du caviar, du saumon fumé sauvage, des magnums de champagne de grande marque. Sibylle portait un nouveau sac à main de luxe qu'elle caressait ostensiblement. Il m'avait menti. Il dépensait l'argent qu'il n'avait pas, l'argent que je garantissais avec ma propre sécurité financière. Il dansait sur un volcan, et c'était moi qui allais brûler quand il entrerait en éruption. Tu ne bois pas ton champagne, Servan, demanda Sibylle d'un ton mielleux. C'est du millésimé, tu sais. Maman voulait ce qu'il y a de mieux pour ce soir. C'est dangereux de vivre comme ça, murmurai-je, plus pour moi-même que pour elle. Quoi? Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien. Je disais que le champagne est excellent. Bien sûr qu'il l'est. Maman a un goût exquis. Pas comme certaines qui se contentent de cidre bon marché. Je n'ai pas répondu. J'ai serré le pied de ma coupe si fort que mes jointures ont blanchi. Je savais que quelque chose se tramait. Il y avait une excitation fébrile dans l'air, une tension électrique qui dépassait la simple joie de Noël. Il voulait quelque chose. Et j'allais bientôt découvrir quoi. Nous sommes passés à table vers 21h. La salle à manger était une scène de théâtre parfaite. La nappe en damassé blanc était immaculée, l'argenterie brillait sous la lueur des chandeliers. Une vingtaine d'invités prenaient place, des oncles, des tantes, des cousins éloignés, et quelques amis triés sur le volet. J'ai été placé tout au bout de la table, près de la porte battante de la cuisine, la place traditionnelle des enfants ou des parents pauvres. À ma gauche, le vieil oncle Hubert qui dormait la moitié du temps, et à ma droite, la tante Odette qui ne parlait que de ses chats. Sibylle, bien entendu, trônait au centre de la table, à la droite de mon père. Elle rayonnait. Son mari, Charles, un homme gentil mais faible, héritier d'une famille protestante respectée, était assis à côté de ma mère. Il semblait mal à l'aise, comme s'il sentait que le sol sous ses pieds était instable.
Le repas a commencé. Foie gras truffé, huîtres, homard. Chaque plat qui arrivait était une insulte à la promesse qu'il m'avait faite. Je mangeais mécaniquement, la nourriture ayant le goût de la cendre dans ma bouche. Je voyais ma mère surveiller la salle, s'assurant que tout le monde admirait son opulence. Après le plat principal, ma mère s'est levée. Elle a tapoté son verre en cristal avec une petite cuillère en argent. Le tintement clair a fait taire les conversations. Mes chers amis, ma chère famille, commença-t-elle avec cette voix de tragédienne qu'elle affectionnait tant. Noël est le temps des miracles, de l'amour et des nouveaux projets. Et ce soir, je suis tellement fière, tellement émue, de vous annoncer une grande nouvelle. Elle a fait une pause dramatique, savourant l'attention de tous. Notre Sibylle adorée, notre rayon de soleil, va enfin réaliser son rêve. Elle va lancer sa propre entreprise. Des applaudissements polis ont parcouru la table. Sibylle a baissé les yeux avec une fausse modestie écœurante. Oui. Elle va ouvrir le Spa Céleste, le centre de bien-être le plus luxueux et exclusif de tout l'Est de la France. Nous avons repéré un local magnifique rue des Orfèvres. Ce sera un temple de la beauté, à l'image de ma fille. J'ai failli m'étouffer avec ma gorgée d'eau. Rue des Orfèvres? Les loyers commerciaux y étaient parmi les plus chers de France. C'était de la folie pure. C'est un projet merveilleux, continua ma mère, son regard se durcissant alors qu'elle le tournait vers moi, au bout de la table. Mais pour réaliser de grandes choses, il faut que la famille soit unie. Il faut que nous nous soutenions les uns les autres. Je sentais le piège se refermer. Mon cœur battait la chamade. Le financement est complexe, les banques sont frileuses. Mais nous savons que nous pouvons compter sur la solidarité. N'est-ce pas, Servan? Le silence s'est fait soudainement. 20 pères Dieu se sont tournés vers moi. Pardon? Dis-je, ma voix un peu trop aiguë. Eh bien, poursuivit ma mère avec un sourire qui ne montrait que ses dents. Ta sœur a besoin d'un apport. Toi, tu vis seule, tu n'as pas de charge, pas de mari, pas d'enfant pour te coûter de l'argent. Tu as sûrement des économies qui dorment inutilement. Maman pensait, nous pensions tous, que tu serais heureuse d'investir dans l'avenir de ta sœur. Disons, 50 000 € pour commencer? 50 000 €. Elle le disait avec autant de légèreté que si elle me demandait de lui passer le sel. Maman, dis-je en essayant de rester calme. Mon argent est placé. Je ne peux pas le débloquer. Et honnêtement, ouvrir un commerce de luxe maintenant, sans expérience de gestion, c'est extrêmement risqué. Le visage de ma mère s'est transformé. Le masque de la douce matriarche est tombé pour laisser place à la harpie que je connaissais. Risqué? Tu parles de risque? Ta sœur a une vision. Elle a du goût, elle a de l'ambition. Pas comme toi qui passes ta vie à gratter des papiers dans une tour grise à Paris. Tu es jalouse, c'est ça? Tu es verte de jalousie parce qu'elle va briller alors que tu resteras dans l'ombre. Je suis réaliste, maman. Vous avez déjà des dettes. Tais-toi. Intervint Sibylle, abandonnant sa pose de sainte. Tu es juste une égoïste. Une vieille fille radine qui veut garder son argent pour elle toute seule dans sa tombe. Tu ne veux pas m'aider parce que tu ne veux pas que je réussisse. Les invités étaient pétrifiés. Oncle Hubert s'était réveillé et regardait autour de lui avec confusion. Servan, insista ma mère, sa voix montant dans les aigus. Je ne te le demande pas, je te l'ordonne. Tu vas faire ce chèque. C'est le moins que tu puisses faire après tout ce qu'on a fait pour toi. On t'a élevé, nourri, logé. Tu nous dois tout. Je me suis arrêtée de respirer un instant. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi? Ils m'avaient ignoré, critiqué, rabaissé toute ma vie. Et maintenant, ils voulaient me piller. C'était tellement injuste, tellement cruel que j'ai eu envie de hurler. J'aimerais faire une pause ici et vous poser une question très sérieuse. Mettez-vous à ma place. Vous êtes assise à cette table, humiliée devant tout le monde, alors que vous êtes secrètement celle qui empêche la faillite de ces gens. Que auriez-vous fait? Auriez-vous cédé pour avoir la paix? Auriez-vous signé le chèque? Ou auriez-vous fait ce que je m'apprêtais à faire? Dites-moi ce que vous feriez dans les commentaires ci-dessous,
j'ai vraiment besoin de savoir si j'ai eu raison. Je pensais que l'humiliation avait atteint son paroxysme, mais ma mère n'avait pas encore joué sa dernière carte. Voyant que je restais de marbre face à sa demande de 50 000 €, elle a bu une longue gorgée de vin, a reposé son verre avec un claquement sec, et a décidé de m'achever. Très bien, dit-elle d'une voix tremblante de rage contenue. Puisque tu refuses d'aider ta propre sœur avec tes liquidités, nous allons procéder autrement. Je suis ta mère, je sais ce qui est bon pour cette famille. J'ai pris les devants. Elle a fouillé dans sa pochette de soirée assortie à sa robe et en a sorti une enveloppe craft épaisse. Elle l'a jetée au centre de la table, entre le plateau de fromage et les fruits exotiques. J'ai accepté une offre d'achat pour l'appartement de la rue des Vosges. Les papiers sont prêts chez le notaire. Je signe la semaine prochaine. L'argent de la vente ira intégralement au projet de Sibylle. C'est décidé. Le temps s'est arrêté. Mon sang s'est glacé dans mes veines. L'appartement de la rue des Vosges. Ce n'était pas n'importe quel appartement. C'était un petit 2 pièces en banlieue de Strasbourg que j'avais acheté il y a 10 ans, juste après mes études, avec mes tout premiers bonus. À l'époque, les banques demandaient un co-emprunteur ou une garantie familiale pour une jeune active. Ma mère s'était mise sur l'acte de propriété en indivision, pour faciliter les choses administrativement, mais c'était moins d'argent. J'avais payé l'apport de ma poche. J'avais payé chaque mensualité du crédit pendant 10 ans. J'avais payé la taxe foncière, les charges, les travaux de rénovation. Elle n'avait jamais versé un centime pour cet endroit. C'était mon investissement, mon petit patrimoine de sécurité. Tu ne peux pas faire ça, dis-je, ma voix baissant d'une octave, devenant dangereusement calme. C'est mon appartement, maman. Il est à mon nom aussi. Triompha-t-elle en levant le menton. Je suis copropriétaire. Et légalement, je peux forcer la vente si je veux sortir de l'indivision. J'ai consulté Maître Dupuis. Tu recevras ta petite part après remboursement des frais, mais l'essentiel servira enfin à quelque chose d'utile, de grandiose. Ta sœur a besoin de cet argent maintenant. Toi, tu vis à Paris, tu n'y vas jamais, tu le loues à des étudiants pour une misère. C'est du gâchis. C'est du vol, maman. J'ai payé cet appartement intégralement. J'ai les relevés bancaires. J'ai les preuves de chaque virement depuis 10 ans. Tu n'as aucun droit moral sur cet argent. On s'en fiche de tes preuves et de ta morale. Hurla Sibylle en se levant à moitié. Maman veut vendre, alors on vend. C'est pour mon avenir. Tu n'es qu'une égoïste qui veut voir sa famille échouer. Tu ne supportes pas que je puisse réussir quelque chose de grand. Je regardais mon père. Émeric fixait sa nappe, triturant un morceau de pain. Il savait. Il savait pertinemment que c'était mon bien, mon argent. Et il ne disait rien. Il laissait faire. Cette trahison silencieuse, cette lâcheté absolue de l'homme qui était censé me protéger, m'a fait plus mal que tous les cris de ma mère. Je ne signerai pas la procuration de vente, dis-je fermement. Jamais. Tu n'as pas le choix. Ma mère s'est levée brusquement, renversant presque sa chaise. Son visage était rouge, déformé par la colère. Les veines de son cou saillaient. Je suis ta mère. Je t'ai donné la vie. Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Et tu oses me refuser ça? Pour ta propre sœur? Pour ta propre chair et ton propre sang? Les invités étaient pétrifiés. Tante Odette avait arrêté de manger, sa fourchette en l'air. Le cousin sourd regardait les visages haineux et comprenait que la fête était finie. L'air dans la pièce était devenu irrespirable. Tu vas signer ce soir, Servane. Maintenant. Ou je te jure sur la tombe de ta grand-mère que tu ne feras plus partie de cette famille, menaça ma mère en pointant un doigt manucuré vers moi. C'est ta dernière chance de prouver que tu es une fille digne de ce nom. C'était l'ultimatum. Le chantage affectif ultime. Elle pensait que j'avais peur d'être orpheline. Elle pensait que j'étais encore la petite fille en quête d'approbation. Elle ne voyait pas la femme de 32 ans assise devant elle. Elle ne voyait pas le lynx. Elle venait de commettre une erreur fatale. Je me suis levée lentement. J'ai pris ma serviette en lin, j'ai essuyé le coin de mes lèvres avec une précision méticuleuse.
J'ai posé la serviette sur la table. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux, ses yeux qui me jugeaient depuis ma naissance, ses yeux qui ne voyaient en moi qu'une vache à l'air récalcitrante. Tu veux vraiment jouer à ça, maman? Demandai-je d'une voix glaciale. Tu veux vraiment parler de propriété, d'argent et de qui doit quoi à qui devant tout le monde? Ne me provoque pas, Servane. Tu n'es rien. Tu m'entends? Rien. Et c'est là qu'elle l'a dit. La phrase qui a tout déclenché. La phrase qui a signé son arrêt de mort financier. Tu es la plus grande honte de cette famille. Sa voix a résonné contre les hauts plafonds, un cri perçant qui a fait vibrer les verres. Regarde-toi. Continua-t-elle, emportée par son hystérie incontrôlable. Pas de mari, pas d'enfant, un travail minable de gratte-papier, habillée comme une souillon. Ta sœur est une reine à côté de toi. Si tu n'es pas capable de servir à quelque chose, de donner ton argent à ceux qui savent l'utiliser pour rayonner, alors tu es inutile. Si tu tiens tant à ton petit appartement minable, garde-le et étouffe-toi avec. Mais si tu ne signes pas, sors de ma maison. Sors et ne reviens jamais. Je te déshérite. Je ne veux plus jamais voir ton visage ingrat ici. Le silence qui a suivi était total. Absolu. On entendait le vent hurler dehors contre les volets, comme si la nature elle-même retenait son souffle. 20 paires d'yeux étaient braqués sur moi. Sibylle avait un sourire satisfait aux lèvres, persuadée d'avoir gagné, persuadée que j'allais m'effondrer. Mais je n'ai pas pleuré. Au contraire. J'ai senti une vague de chaleur monter en moi, mais ce n'était pas de la honte. C'était de la puissance. C'était la libération. Le lien toxique venait de se rompre. J'ai souri. Un sourire froid, clinique. Parfait, dis-je. Ma voix portait clairement dans le silence. J'ai repoussé ma chaise. Le bruit du bois raclant le parquet a fait sursauter mon père. Je me suis tenue droite, dominant la table. Tu veux que je parte? Je pars. Tu veux me déshériter? Fais-le. De toute façon, il n'y a rien à hériter à part des dettes et des mensonges. Ma mère a ouvert la bouche pour répliquer, mais je ne lui ai pas laissé le temps. J'ai levé la main. Mais tu as oublié un petit détail, maman. Un détail à 500 000 euros. J'ai vu une lueur d'inquiétude passer dans les yeux de mon père. Il commençait à comprendre. Ma mère, elle, était trop aveuglée par sa rage. Tu te souviens de la signature à la banque il y a 2 ans? Tu te souviens qui a mis son nom, sa carrière et ses actifs en garantie pour que tu puisses garder ce toit au-dessus de ta tête et accrocher ces décorations ridicules? C'était moi. La honte de la famille. Je me suis tournée vers Sibylle, dont le sourire commençait à vaciller, se transformant en une grimace d'incertitude. Et tu sais quelle était la clause suspensive de mon engagement de caution? Que le patrimoine familial ne soit pas dilapidé. En essayant de vendre mon appartement pour financer le caprice de ma sœur, tu viens de violer l'accord moral et financier qui nous liait. Je suis revenue vers ma mère, plongeant mon regard dans le sien, savourant chaque seconde. Tu me mets dehors? Très bien. Mais si je franchis cette porte, ma garantie part avec moi. Je vais appeler la banque et invoquer la clause de retrait pour perte de confiance et gestion frauduleuse du patrimoine. Je retire mon soutien. Intégralement. J'ai fait une pause pour laisser les mots pénétrer son cerveau embrumé par l'alcool et l'orgueil. Les invités retenaient leur souffle. Alors, profite bien de ton foie gras, maman. Parce que lundi matin, à 9 heures précises, la banque va t'appeler. Et ils ne voudront pas de tes excuses. Ils voudront 500 000 euros. Immédiatement. Ou ils saisiront cette maison. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Ma mère, réalisant soudainement l'ampleur de la catastrophe, a perdu toute force dans sa main droite. Son verre de vin rouge a glissé de ses doigts. Crash. Le verre a explosé sur la table, éclaboussant la nappe blanche immaculée comme une blessure mortelle. Le liquide rouge a coulé, tachant le rôti, tachant la robe de Sibylle qui a poussé un petit cri étouffé. Mais personne n'a bougé pour nettoyer. Tout le monde était figé. Ma mère me regardait avec une terreur pure. Elle voyait son monde s'effondrer dans mes yeux. Joyeux Noël, dis-je.
J'ai pris mon sac à main. J'ai sorti les clés de l'appartement de la rue des Vosges, celui qu'elle voulait vendre, et je les ai remises dans ma poche. Et pour info, l'appartement ne sera jamais à vendre. Je vais engager une procédure pour récupérer la pleine propriété des deux mains. Je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie. Le cliquetis de mes talons sur le parquet était le seul bruit dans la maison. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai entendu ma mère commencer à hyperventiler derrière moi, un son rauque et désespéré. Je suis sortie dans la nuit glaciale, et pour la première fois de ma vie, le froid ne m'a pas fait frissonner. Il m'a fait revivre. La route du retour vers Paris a été un flou d'adrénaline pure. Je n'ai pas allumé la radio. Le silence de l'habitacle était mon refuge, mon quartier général de guerre. Car c'était une guerre qui venait d'être déclarée. Ma mère n'allait pas se laisser faire, je le savais. Elle préférait mourir plutôt que d'admettre qu'elle avait tort. Je me suis arrêtée sur une aire d'autoroute déserte vers 2 heures du matin. Sous la lumière jaune blafarde d'un lampadaire, j'ai sorti mon ordinateur portable. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de cette excitation terrible qu'on ressent quand on sait qu'on va appuyer sur le bouton rouge. J'ai rédigé 3 emails. Le premier était pour Monsieur Klein, le directeur de la banque à Strasbourg. J'ai adopté mon ton le plus professionnel, le plus lynx. J'ai notifié formellement que mes parents tentaient de liquider des actifs en indivision, mon appartement, sans mon consentement, ce qui constituait une preuve de mauvaise gestion et mettait en péril leur solvabilité globale. J'annonçais mon intention irrévocable de me désolidariser de la dette, invoquant une aggravation du risque, selon les clauses de mon contrat. J'étais précise, létale. Le deuxième était pour mon avocat, Maître Valéry, un requin du droit immobilier à Paris. Objet, urgent. Blocage vente bien immobilier indivision. Procédure sortie cautionnement. Le troisième était le plus dur à écrire. C'était un message à mon père. Juste quelques mots, papa, je suis désolé que tu sois pris là-dedans. Mais tu as choisi ton camp en te taisant ce soir. Tu as choisi de la laisser m'humilier. Ne m'appelle pas à moins que ce soit pour me dire que tu as quitté maman. Je ne paierai plus pour votre lâcheté. J'ai cliqué sur « Envoyer ». C'était fait. Les missiles étaient lancés. Je suis arrivé à Paris à l'aube. Mon téléphone affichait 47 appels manqués. 30 de ma mère. 15 de Sibylle. 2 de mon père. J'ai tout bloqué. Sauf mon père, que j'ai mis en mode silencieux. Je ne voulais pas entendre leurs cris, leurs fausses excuses, leurs nouvelles menaces. Le lundi matin a été brutal. À 9h15, alors que j'étais à mon bureau au 30e étage à La Défense, regardant Paris s'éveiller sous la grisaille, j'ai reçu une notification de ma banque personnelle, opposition sur prélèvement sortant confirmé. J'avais coupé les vivres. Le robinet était fermé. Vers 10h, j'ai imaginé la scène à Strasbourg. Le téléphone du manoir sonnant dans le hall vide. La voix grave de Monsieur Klein annonçant à ma mère que suite au retrait de la caution de Mademoiselle Servan et aux tentatives de vente suspectes, la banque exigeait une régularisation immédiate ou le lancement de la procédure de déchéance du terme. En langage clair, payez tout maintenant ou partez. Mon téléphone professionnel a sonné. C'était la standardiste, un peu paniquée. Mademoiselle, il y a une certaine Madame Sibylle qui hurle au téléphone. Elle dit que c'est une urgence vitale, qu'il s'agit de vie ou de mort. Elle menace de venir ici. Je suis restée calme. Dites-lui que je suis en réunion pour le reste de l'année. Et bloquez ce numéro. Si elle se présente à l'accueil, appelez la sécurité. Je me sentais intouchable dans ma tour d'ivoire. Mais je sous-estimais la méchanceté de ma sœur. Privée de son argent, privée de son rêve de spa, acculée, elle allait utiliser la seule arme qui lui restait, celle des lâches, la boue. Mardi soir. Je rentrais chez moi après une journée de travail intense, épuisée mais déterminée. Mon téléphone a vibré. C'était un message d'une ancienne amie de lycée, Sophie, que je n'avais pas vue depuis 10 ans. Salut Servan. Je ne sais pas ce qui se passe, mais regarde ce que ta sœur poste. C'est violent. Il y avait une pièce jointe. Une capture d'écran. J'ai senti mon estomac se tordre. J'ai ouvert Instagram.
J'avais un faux compte anonyme que j'utilisais pour des enquêtes professionnelles. Je suis allée sur le profil de Sibylle. Elle avait posté une série de stories. Elle apparaissait en pleurs, sans maquillage, les cheveux en désordre, une mise en scène soigneusement calculée pour attirer la pitié. Elle parlait face caméra, la voix brisée. « Je ne lave pas mon linge sale en public d'habitude », disait-elle entre deux sanglots, mais là, c'est trop grave. Ma propre sœur, Servane, a profité de la vieillesse et de la faiblesse de nos parents. Elle leur a fait signer des papiers frauduleux. Elle essaie de leur voler leur maison pour s'enrichir. Elle m'a volé mon héritage. Elle nous laisse sans rien pour Noël, elle nous met à la rue en plein hiver. C'est un monstre sans cœur. Le texte accompagnant la vidéo était pire, méfiez-vous des gens qui travaillent dans la finance, ils n'ont pas d'âme. Ma sœur nous a escroqués. Partagez pour que tout le monde sache qui elle est vraiment à Strasbourg. Les commentaires défilaient, horribles. Des gens de Strasbourg, des amis de la famille, des inconnus. Quelle honte! Un vautour. Comment peut-on faire ça à ses parents âgés? On devrait la dénoncer à son employeur. Ma réputation locale, celle de ma famille, était en train d'être détruite. Elle essayait de me peindre comme la méchante, l'escroc, alors que j'étais la victime. La colère m'a envahi de nouveau, mais différente cette fois. Ce n'était plus la colère émotionnelle du dîner. C'était la colère froide du lynx. Elle m'attaquait sur mon terrain, la probité. Elle m'accusait d'escroquerie? Très bien. Allons sur le terrain des preuves. Je n'ai pas répondu sur Instagram. Je ne suis pas une influenceuse de bas étage qui se bat dans la boue. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai compilé un dossier PDF. Je l'ai appelé « le dossier noir ». Il contenait 50 pages de vérité brute. Les relevés bancaires montrant mes virements mensuels de 3 000 € pour le prêt de la maison depuis 2 ans. La preuve notariale que j'avais payé l'intégralité de l'appartement rue des Vosges. Les relevés de carte de crédit de Sibylle, que j'avais payé une fois il y a 3 ans pour éviter l'interdit bancaire à ma mère, montrant des achats de luxe sacs Dior, chaussures Louboutin aux dates exactes où elle prétendait être fauchée. Une note juridique simple expliquant les peines encourues pour diffamation publique. Je n'ai pas renvoyé ce dossier à Sibylle. Je l'ai envoyé à une seule personne, Charles, le mari de Sibylle. L'objet de l'email était « La vérité sur les finances de ta femme et de mes parents ». Charles était un homme bien, un peu naïf, issu d'une vieille famille protestante très à cheval sur l'honnêteté et la rigueur morale. Il pensait que les problèmes d'argent de Sibylle étaient dus à la conjoncture économique difficile. Il ne savait pas qu'elle flambait leurs économies pour maintenir les apparences. Il ne savait pas qu'elle mentait comme elle respirait. J'ai cliqué sur « Envoyer ». C'était une bombe nucléaire tactique. Je savais que ça allait faire des dégâts collatéraux immenses, que ça allait détruire son mariage. Mais je n'avais plus le choix. Elle avait voulu la guerre, elle allait avoir l'apocalypse. Partie 9. La vérité éclate. L'effet a été dévastateur et rapide. Charles a lu le dossier. Il a tout lu. Il a vu les sommes astronomiques que Sibylle dépensait en vêtements, en soins, en restaurants étoilés, alors qu'elle lui disait qu'il devait faire attention et qu'elle lui empruntait de l'argent. Il a vu que le fameux « projet SPA » n'avait aucun business plan, aucune étude de marché, c'était juste un gouffre financier, un caprice que ma mère voulait que je comble. Il a surtout vu que ses beaux-parents, qu'il respectait, étaient ruinés et vivaient à crédit sur mon dos depuis des années. Mercredi soir, Charles a mis Sibylle dehors. Il ne supportait pas le mensonge. Il a changé les serrures de leur appartement. Il a entamé une procédure de divorce immédiate pour faute. Sibylle, sans domicile, sans mari riche pour la soutenir, sans carte bleue fonctionnelle, a dû retourner vivre au manoir, qui était lui-même en sursis. Pendant ce temps, à la banque, la machine broyeuse s'était mise en marche. Monsieur Klein, voyant le conflit familial public et le retrait ferme de ma caution, a paniqué pour ses propres résultats. Il a classé le prêt en créance douteuse. Il a envoyé un huissier délivrer un commandement de payer sous 48 heures avant saisie immobilière. Mes parents ont découvert la réalité brutale, sans moi, ils n'étaient rien. Leur nom, leur prestige, leur arrogance, ça ne payait pas les factures d'électricité.
Ça ne payait pas l'hypothèque. J'ai reçu un appel de mon père le jeudi soir. J'ai regardé l'écran vibrer. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. Servan, sa voix était cassée, méconnaissable. C'était la voix d'un vieillard. Bonjour papa. Charles a quitté Sibylle. Ta mère, elle est sous sédatif, le médecin est venu. Elle ne parle plus. L'huissier est passé ce matin. Ils ont mis des scellés sur certaines pièces. Ils vont mettre la maison aux enchères si on ne trouve pas 500 000 € avant lundi. Je sais, papa. Servan, tu ne peux pas laisser faire ça. C'est la maison de ton grand-père. C'est notre histoire. Non, papa. C'est la maison de la banque maintenant. Et c'est la maison que maman a risquée en m'insultant, en me traitant de moins que rien. Je t'avais prévenu. Arrêtez les dépenses. Vous n'avez pas écouté. Vous avez choisi Sibylle. Vous avez choisi les apparences, le brillant, le faux. Maintenant, vivez avec la réalité. Tu es si dur. Tu es impitoyable. Je suis juste. C'est ça que vous n'avez jamais compris. Je suis juste. Et pour l'instant, la justice, c'est que chacun paie ses dettes. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient violemment. Je me suis laissé glisser le long du mur de ma cuisine jusqu'au sol. Je ne regrettais rien, mais la douleur était atroce. J'avais gagné, mais j'avais l'impression d'avoir perdu mon âme. Ce week-end-là, je pensais sombrer dans la dépression. Mais dans cette tempête, un phare s'est allumé. Gatien. Gatien était le notaire parisien que j'avais engagé pour sécuriser mes biens et gérer la procédure contre ma mère. Il avait 40 ans, des yeux rieurs derrière des lunettes sérieuses et une patience infinie. Au début, nos échanges étaient purement professionnels, froids, techniques. Mais voyant mon état de stress, voyant la violence des attaques de ma famille, il avait dépassé le cadre de sa fonction. Servan, m'a-t-il dit au téléphone le vendredi soir alors qu'on passait en revue les documents de la saisie. Vous ne devriez pas être seul ce week-end. C'est le nouvel an. Vous n'allez pas rester chez vous à regarder le mur. Je vais travailler, dis-je. C'est ce que je fais de mieux. C'est ce qui me tient debout. Non. Vous allez venir dîner chez mes parents. À Melun. Ce n'est pas un manoir à Strasbourg, c'est un pavillon de banlieue. On mange de la raclette, pas du foie gras et du homard. Mais on rigole beaucoup. Et ma mère fait une tarte aux pommes incroyable. J'ai hésité. L'idée de m'incruster dans une famille inconnue me terrifiait. Je ne veux pas déranger. Vous ne dérangez pas. Venez. S'il vous plaît. J'ai accepté. Ce dîner a changé ma vie. Les parents de Gatien étaient des enseignants à la retraite. Leur maison était petite, encombrée de livres et de souvenirs, mais elle était chaude. Elle sentait la bonne cuisine et le bonheur simple. Ils ne m'ont pas jugé sur mes vêtements ou mon salaire. Ils ne m'ont pas demandé combien je gagnais. Ils m'ont demandé ce que j'aimais lire, ce que j'aimais faire, quels étaient mes rêves. Quand j'ai raconté, avec pudeur et la voix tremblante, ce qui m'arrivait, la mère de Gatien a posé sa main ridée sur la mienne. Oh, ma pauvre chérie. Personne ne mérite d'être traité comme un portefeuille sur pattes. Tu es courageuse. Tu es forte. J'ai fondu en larmes. Là, devant une raclette, entourée d'inconnus qui me traitaient avec plus d'amour en une soirée que ma propre famille en 30 ans. J'ai pleuré toutes les larmes que j'avais retenues. Gatien m'a pris dans ses bras, maladroitement mais tendrement. Pour la première fois, j'ai senti ce que c'était qu'une famille. Une vraie. Pas celle du sang, mais celle du cœur. Cette soirée m'a donné la force pour le coup final. J'ai compris que je ne voulais pas seulement me venger. Je voulais clore le chapitre. Je voulais que le manoir ne soit plus un symbole de ma douleur, mais un symbole de ma victoire. 6 mois ont passé. L'hiver a laissé place à l'été, mais pour mes parents, c'était l'hiver nucléaire. Le manoir avait été saisi par la banque et mis aux enchères judiciaires. Mes parents et Sibylle avaient été expulsés. Ils vivaient maintenant dans un petit F3 humide loué en banlieue de Strasbourg. C'était la déchéance totale. Plus de dîners mondains,
Plus d'amis, ils avaient tous fui dès que l'argent avait disparu. Sibyl essayait de vendre ses sacs à main de luxe sur Vinted pour payer ses sorties et ses cigarettes. Puis, l'inévitable est arrivé. Mon père a fait une deuxième attaque. Plus sérieuse cette fois. Il a survécu, mais il avait besoin de soins constants, de rééducation coûteuse. Il n'avait plus de mutuelle haut de gamme. Ils étaient au bout du rouleau. C'est là que ma mère a appelé. Servan. C'était une voix que je ne reconnaissais pas brisée. Humble. Vieille. Il n'y avait plus aucune trace de l'arrogance d'Isor. Bonjour maman. Papa va mal. On ne peut pas payer la maison de repos. On n'a plus rien. Sibyl. Sibyl ne sert à rien, elle pleure toute la journée, elle ne veut pas travailler. Je t'en supplie. Aide-nous. Je suis désolée. J'ai été une mère horrible. Tu avais raison. Tu as toujours eu raison. Tu es la seule qui vaille quelque chose dans cette famille. Tu es la seule qui a réussi. Pardonne-moi. C'étaient les mots que j'avais attendus toute ma vie. Les mots de la validation. Mais étrangement, ils ne m'ont pas fait plaisir. Ils m'ont juste fait pitié. Je n'avais plus besoin de son approbation. Je savais qui j'étais. Je vais aider papa, dis-je. Mais à mes conditions. Et elles seront strictes. Je suis descendu à Strasbourg avec Gatien, qui était devenu bien plus qu'un ami. Nous avons assisté à la vente aux enchères du manoir au tribunal. Il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs, la bâtisse nécessitait trop de travaux et le marché était bas. J'ai levé la main. J'ai racheté la maison de mon enfance. Pour moi. Avec mon argent, fruit de mon travail acharné. Pas pour eux. Pour moi. Ensuite, je suis allée voir ma mère dans leur petit appartement. Elle a baissé la tête quand je suis entrée. Elle avait l'air minuscule. J'ai posé un contrat sur la table en formica. Voici l'offre, maman. J'ai racheté le manoir. Je vais payer les meilleurs soins pour papa, il aura les infirmières qu'il faut. Je vais aussi rembourser tes dettes personnelles pour t'éviter la faillite personnelle et l'humiliation publique totale. Elle a levé les yeux, pleine d'espoir, les larmes aux yeux. Oh, Servan, merci. Merci. On va pouvoir rentrer à la maison? On va retrouver notre vie? Non, coupai-je sèchement. Tu ne vas pas rentrer dans le manoir. Le manoir est à moi. C'est ma résidence secondaire. Toi et papa, quand il sortira de l'hôpital, vous allez vivre dans la dépendance du jardinier. C'est un petit cottage de 50 mètres carrés au fond du parc, près du potager. Je l'ai fait rénover. C'est confortable, chauffé, mais c'est petit. C'est tout ce dont vous avez besoin. La maison du jardinier? Balbutia-t-elle. Oui. C'est ça ou la rue. Et pour Sibyl, elle ne vient pas. Quoi? Sibyl ne met pas un pied sur ma propriété. Elle a 36 ans, elle est valide. Elle se débrouille. Elle trouve un travail, n'importe lequel. Caisse, ménage, vente. Elle apprend la valeur de l'argent. Si je la vois sur ma propriété, j'appelle la police pour violation de domicile. C'est non négociable. Mais, c'est ta sœur. C'est la femme qui a essayé de détruire ma réputation et ma carrière. C'est la femme qui t'a poussé à me voler. Tu prends ou tu laisses. Tu as une minute pour signer. Ma mère a regardé le contrat. Elle a regardé autour de son appartement minable. Elle a pensé à mon père à l'hôpital. Elle a signé. Sa main tremblait, non pas de maladie, mais d'humiliation suprême. Elle allait vivre dans l'ombre de la grande maison où elle avait régné, dépendant de la charité de la fille qu'elle avait traitée de honte. La roue avait tourné. Nous sommes un an jour pour jour après le Noël du verre brisé. Je suis de retour au manoir. Mais tout a changé. Les décorations vulgaires et excessives ont disparu. J'ai décoré la maison avec goût, sobrement. Du verre naturel, du bois, des lumières chaudes et douces. L'odeur de la maison a changé aussi. Elle ne sent plus le parfum poudré de ma mère, elle sent la cire d'abeille et le feu de bois. Dans la salle à manger, il n'y a plus de tension, plus de non-dits,
Plus de compétition. Il y a des rires. Gatien est là, à mes côtés. Il est en train d'ouvrir une bouteille de vin, qu'il a payé lui-même, un bon Bourgogne. Ses parents sont là, émerveillés par l'architecture mais toujours aussi simple, racontant des blagues. J'ai invité quelques amis proches de Paris. L'atmosphère est légère. Par la grande fenêtre, je vois la petite maison du jardinier au fond du parc, sous la neige. Il y a de la lumière à la fenêtre. Mes parents sont là-bas. Ils ont chaud. Ils ont à manger, je leur ai fait livrer un panier repas décent avec une volaille rôtie, mais pas de foie gras ni de caviar. Ils sont en sécurité, mais ils sont à leur place, en retrait. Ils ne peuvent plus me nuire. Ils vivent les conséquences de leurs actes. Sibylle travaille maintenant comme vendeuse dans une parfumerie en ville. Elle vit en colocation dans un petit studio. On ne se parle pas. J'ai entendu dire qu'elle a mûri, qu'elle est plus humble. Peut-être qu'un jour, dans 10 ans, on se parlera. Mais pas aujourd'hui. Je me lève pour porter un toast. Je regarde les visages bienveillants autour de moi. Je regarde Gatien qui me sourit avec amour et fierté. Je réalise que je n'ai jamais été aussi heureuse, aussi complète. À la famille, dis-je en levant mon verre, la voix claire et forte. Pas celle qu'on subit par le sang, mais celle qu'on choisit par le cœur. Et à la liberté. À la liberté de dire non. À la liberté d'être soi-même. Nous trinquons. Le cristal teinte, un son pur et joyeux. Et cette fois, il ne se brise pas. J'ai appris une leçon brutale cette année-là, et je veux la partager avec vous pour finir. On nous apprend dès l'enfance que la famille est sacrée, qu'il faut tout pardonner, tout supporter au nom des liens du sang. C'est faux. Le respect est sacré. L'amour doit être réciproque. Si votre famille vous traite comme un paillasson, comme un distributeur de billets, vous avez le droit de partir. Vous avez le droit d'utiliser votre succès comme un bouclier, et non comme une offrande qu'ils peuvent piller. Ma mère m'a traité de honte. Aujourd'hui, je suis la propriétaire du toit au-dessus de sa tête. Je ne l'ai pas fait par vengeance pure, mais par justice. J'ai repris le pouvoir sur mon histoire. J'ai transformé ma honte en ma plus grande force. Et vous? Êtes-vous coincé dans une dynamique familiale toxique? Avez-vous peur de dire non, par peur d'être rejeté? J'espère que mon histoire vous donnera le courage de lever la tête. Le courage de dire « Parfait, alors efface-moi ». Parce que parfois, être effacé d'une histoire toxique est la meilleure façon de commencer à écrire la vôtre, une histoire où vous êtes le héros, pas la victime. Si cette histoire vous a touché, ou si elle vous a donné envie d'appeler votre banquier pour vérifier vos garanties, merci de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires de résilience. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est assez fort pour s'en sortir seul. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous auriez fait à ma place avec la maison du jardinier. J'ai hâte de vous lire. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin de votre indépendance. C'est votre bien le plus précieux.